passe? Super. Il y a un problème? On entend le jingle ou pas? Vas-y, balance le jingle. Il n'y a pas de pardon. jingle? Si, excusez-moi. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir une nouvelle fois en ce 13e jour de confinement. Nous sommes là en ce 29 mars sur France Maghreb 2 en direct, bien sûr, à la radio, mais aussi sur Facebook et en live France Maghreb 2 sur la page Christophe Le Grand Forum. Une nouvelle fois ce soir, une grande et belle émission. Je précise et rappelle à toutes les auditrices, auditeurs, téléspectatrices, il faut s'y habituer, que demain, nous changeons d'horaire à partir de 17h jusqu'à 19h, sachez-le. Alors, pour ce dernier soir et pour m'accompagner, c'est sa première depuis le confinement. Il a l'habitude de venir le vendredi. C'est Farid Tamsamani qui est avec nous. Salut Farid, bonsoir. Salut à tous. Bonsoir Farid. Comment ça va? Bonsoir Christophe. Bonsoir Farid. Bonsoir. Gros décalage avec Farid là. On a l'impression qu'on l'appelle depuis Ouagadougou. Également avec nous ce soir, Maître Maghrebi. Besma Maghrebi, je ne sais pas si elle est prête là parce qu'elle est en train de s'installer tranquillement. Bonsoir Besma. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend un peu trop fort même. Il faut même baisser le son. Tu sais que j'ai l'habitude de parler fort. Oui, mais là justement, il faut baisser un peu le micro. Philippe Boyaki, également à la technique. Comment ça va, mon Philippe? Ça va très très bien. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Christophe. Bonsoir les auditeurs, les auditrices, puisque nous sommes en simultané en direct sur France Maghreb 2 et sur les pages Facebook Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Tout va très bien. Alors, ce soir, on va accueillir deux invités. Elle s'appelle Nala. Elle est infirmière libérale en banlieue parisienne. Elle nous donnera un petit peu son sentiment sur la situation du moment. On sera également avec Moussa Kadoussi, qui est lui cadre socio-éducatif au sein d'une MEX. Qu'est-ce qu'une MEX? Une maison éducative à caractère social. Avec nous, on s'intéressera au sort de ces enfants placés en foyer pour qui le confinement peut être une complication. De quelle manière ils gèrent cela? Eh bien, on verra cela tout à l'heure à 19h30. Mais avant toute chose, et pour commencer, Farid, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de te demander, comment tu gères ton confinement depuis le début? Alors, je gère mon confinement différemment. Alors, pourquoi je prends cette voie-là et j'ai mis la photo de Farid? C'est parce que Farid a dû se déconnecter pour se reconnecter avec un autre appareil parce qu'il avait un décalage. Et donc, vaut mieux que tu poses ta question, hein, Maître Maghrebi. Non, mais c'est pas bien la manière dont tu l'as imité. C'est vraiment pas bien. Maître Maghrebi, je t'ai posé la question l'autre fois, mais en ce 13e jour de confinement, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lassitude, d'énervement, où tout se passe bien? J'ai envie de pleurer, c'est horrible. Non, je plaisante. Écoute, non, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Comme je te disais la semaine dernière, le travail me manque, mais sinon ça se passe plutôt bien. Ça va, on gère. D'ailleurs, j'étais plutôt surprise en voyant J13, parce que moi, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est que je me suis complètement déconnectée de la réalité. Je ne compte pas les jours, je ne regarde plus la télé, et j'essaye de profiter en fait de ce confinement pour retourner à l'essentiel. D'accord. Alors, juste pour un petit souci de confort d'écoute, tu peux juste écarter un tout petit peu le micro et ça sera parfait, Besma. J'écarte un petit peu le micro. Voilà. Est-ce que les enfants sont calmes ou ils commencent un petit peu à être énervés? Ah non, là, les enfants, par contre, c'est une autre histoire. Est-ce que tu m'entends mieux si je parle comme ça? Voilà, là, c'est un peu mieux. Ok, super. Écoute, non, ça devient, c'est plutôt pour eux que ça devient très très compliqué. Et Oui. ce qui est compliqué pour eux, c'est surtout l'école à la maison, plus que le confinement. On en parlera demain.
avec un gros dossier consacré à cette problématique. Parce que effectivement, plusieurs parents rencontrent la difficulté de devoir jouer le rôle d'enseignant et c'est quelque peu compliqué, d'autant plus qu'il y a des parents qui travaillent en télétravail, donc ils font leur journée et ils doivent également s'occuper de leurs enfants et de leurs devoirs. Ça peut être extrêmement compliqué. On en parlera demain avec une. C'est pour ça que je te disais, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, mon travail me manque parce qu'en fait j'ai un nouveau métier depuis 13 jours, à savoir celui de maîtresse. Au moins, on est sûr que celui-là, tu le feras pas, ce métier. Ah non, voilà. Je suis pas du tout douée pour ce métier. Chacun sa vocation. Du côté d'Orly, mon Philippe, en ce 13e jour de confinement, j'ai vu qu'hier soir, tu as fait une petite libre antenne. Vous êtes éclaté avec la Serre-les-Gilly, avec Soraya. C'est ça, tout à fait. Alors c'était un prototype, c'était un pilote, ce qu'on appelle dans le jargon un pilote. C'était une première. Ça s'est fait un petit peu à l'arrache. Ça aurait dû se faire la veille, mais on a eu quelques petites complications techniques, pardon. Et donc oui, on a fait un pilote, une nouvelle émission qui émane essentiellement des chroniqueurs et des amis du Grand Forum. Ça sera sur France Maghreb 2 ainsi que sur la page du Grand Forum et en live sur la radio normalement très prochainement. C'est une libre antenne et chacun pourra intervenir en visioconférence comme une radio dit classique. Au lieu d'avoir le son, on aura aussi l'image, mais chacun sera libre de diffuser ou pas son image et de mettre une photo ou pas d'ailleurs et de dire ce qu'il a à dire du moment qu'il respecte la charte de déontologie, c'est-à-dire de la bienveillance, pas de racisme, pas de discrimination, pas de propos haineux. Et on a Farid qui arrive et donc voilà, ça va être quelque chose qui devrait être en tout cas régulier. On va mettre ça en place et pour toutes ces soirées de confinement, parfait, les noctambules et noctiliens, nous serons là pour les servir. Bon, alors quelques nouvelles aujourd'hui en ce 13e jour de confinement où les chiffres ne sont pas bons. En Espagne, on a malheureusement atteint le chiffre record de 800 morts en 24 heures, encore 700 morts en Italie. Et parmi les personnalités, Patrick Devedjian, président des Hauts-de-Seine et ancien ministre, est mort à l'âge de 75 ans du Covid-19. Autre personnalité que vous connaissez peut-être pour les plus anciens, Christophe, non pas moi, le chanteur, a été admis en urgence à l'hôpital en réanimation après avoir été testé positif au Covid-19. Et puis l'ancien maire honoraire de Choisy-le-Roi, également décédé, c'est ce que l'on a appris également cette nuit. Ce fichu virus, ce Covid-19, touche toutes les couches de la population. Et il est important encore de rappeler ce soir l'importance de se confiner, de respecter le confinement. D'ailleurs, sachez que l'amende passe de 135 à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux qu'il y en a un, il s'est amusé à se vanter d'avoir pris 5 amendes en une semaine. Bon, c'est pas vraiment un jeu. Là, je pense qu'il faut qu'on se vraiment concentre à respecter ce qui nous est demandé. C'est important, d'autant plus que le Premier ministre l'a dit hier, ce n'est que le début. Et dans les 15 premiers jours d'avril, eh bien, ça sera des chiffres importants, records, qu'on va nous annoncer, d'autant plus que dans leur comptabilité du jour, j'ai envie de dire, même si le mot n'est pas approprié, eh bien, on y rajoutera les morts dans les EHPAD. Et là, vous allez voir que les chiffres ne vont pas vraiment être les mêmes, parce que jusqu'alors, les chiffres que l'on nous donne émanent que des hôpitaux. Donc, les EHPAD, on sait que c'est une catastrophe, et ça risque d'être des chiffres beaucoup plus importants qui vont nous être communiqués dans les tout prochains jours. 18h39, Farid Tabsamani est revenu ? Oui, je suis là. Salut Christophe. Ah, voilà. Bon, désolé. Alors mon Farid, je te demandais, avant que tu nous fasses une petite disparition, exact. Comment se passe, comment tu gères ce confinement depuis le début ? On en est au 13e jour aujourd'hui. Bah écoute, je le gère un peu comme tout le monde, hein, bien malgré moi. C'est-à-dire que ça a un peu changé nos vies, pour être tout à fait honnête, surtout pour moi qui ai l'habitude d'être beaucoup à l'extérieur, parfois même à l'étranger. Oui. Bah, tu peux plus voyager, tu peux plus assurer tes rendez-vous comme prévu, tu peux plus faire grand-chose, quoi. Donc ça, très clairement, ça, pour moi en tout cas pour ma part, ça a bloqué, ça a tout terminé. Ça a terminé, si tu veux, pour l'instant, ça met en parenthèse quasiment toutes mes activités.
Mais bon, je suis pas le seul. Dieu merci, la santé pour l'instant elle est là, et c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, alhamdoulilah. Et avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent. Et Dieu sait si dans mon entourage il y en a énormément. Et en tout cas, courage à tous, et courage aux personnels soignants qui sont sur le terrain quotidiennement. Tu pourras leur dire tout à l'heure, puisque on le rappelle, on aura une infirmière libérale avec nous tout à l'heure. Pour débuter cette émission, comme chaque soir, un petit zapping de quelques vidéos qu'on vous a sélectionnées. Et je suis sûr que ça va faire réagir Farid Tabsamani pour cette première. Il s'agit d'un président de bureau de vote qui estime avoir été mis en danger en organisant ce premier tour de l'élection municipale il y a 2 semaines maintenant. Regardez. On a véritablement basculé dans un autre monde. Souvenez-vous de ce que vous étiez sur le point de faire il y a 2 semaines, par exemple. Eh bien, par exemple, c'était jour du premier tour des municipales. Et depuis ce premier tour, des témoignages d'assesseurs, d'assesseuses, de présidents et présidentes de bureaux de vote, aujourd'hui diagnostiqués Covid-19, se multiplient. À Paris, Marseille, Angers, Montpellier, impossible évidemment d'établir un lien avec certitude. Mais ils sont nombreux à se poser des questions, voire à envisager de porter plainte. Claudia Bertram. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été mis en danger et je ne suis pas le seul à avoir été mis en danger. Président d'un bureau de vote dans le 17e arrondissement de Paris, Paul Hatz a été diagnostiqué Covid-19 quelques jours après le premier tour. Moi, je m'en suis tenu au discours qu'a tenu le président de la République. Je suis allé présider ce bureau de vote en étant convaincu que c'était pas plus dangereux que tout simplement aller faire ses courses. Lors de cette élection, j'ai vu 606 électeurs. Ça peut pas être un hasard. Un hasard de calendrier qui sème aussi le doute chez Charlotte Rocher, assesseure dans le 18e. Au niveau du timing, ça correspond. Au bout de 5-6 jours, j'ai commencé à avoir des premiers symptômes. Après, c'est difficile de savoir où on chope quelque chose. Des assesseurs malades, mais aussi des militants qui ont fait campagne et des candidats. Comme Chafia Zemoul à Saint-Fond dans le Rhône, elle compte 10 personnes contaminées dans son équipe, dont 4 hospitalisées. Elle tient le gouvernement pour responsable. J'ai contacté mon avocat. On est en train de mettre en place une plainte contre le gouvernement parce que j'estime que le gouvernement nous a mis en danger en maintenant le premier tour. Et comme elle, nombreux sont ceux aujourd'hui qui ne comprennent plus pourquoi ce scrutin a été maintenu. Eh oui, et ils sont nombreux à ne pas comprendre, et on en voit aujourd'hui les conséquences, Besma, de tous ces gens qui ont participé, qui ont tenu des bureaux de vote et qui aujourd'hui se retrouvent malades, puisqu'on est à peu près à 2 semaines, soit 14 jours. C'est la période idéale pour savoir si on est malade ou pas. Oui, on est là, moi, à mon sens, on est vraiment face à un scandale sanitaire, et je pense que le gouvernement aura à répondre de la décision qu'ils ont prise ce jour-là de maintenir les élections, parce que il est certain qu'énormément de personnes ont été contaminées ce jour-là, et je pense que on va hélas avoir beaucoup d'autres cas qui vont arriver les jours à venir, vu d'ailleurs ils ont été clairs sur ça. On n'est qu'au début là. C'est un scandale. C'est un scandale, Farid. Franchement, je suis scandalisé par l'amateurisme très clairement de ce gouvernement-là. Et Dieu sait si parfois je l'ai soutenu. Mais ces élections-là, je trouve que c'est quasiment criminel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, on sait pertinemment que ce ne sont pas l'élection qui a amené le Covid-19, et que les gens probablement qui étaient déjà souffrants, ou en tout cas, c'est pas forcément l'élection qui a amené. Mais statistiquement, il y a forcément des gens qui ne l'avaient pas forcément à ce moment-là et qui l'ont chopé ce jour-là, jour d'élection. Et moi, je ne comprends pas comment on peut mettre la vie humaine en péril comme ça. Et je suis choqué, surtout que le lendemain, on nous annonce confinement, c'est-à-dire qu'en fait, l'information du confinement, ou en tout cas de la dangerosité du Covid sur les citoyens français, ils l'avaient au moins quelques heures avant, et je suis scandalé qu'ils aient maintenu ce premier tour. Alors après... Pardon. Oui, vas-y, pardon. Vas-y, Basma. Non, j'avais envie de dire qu'ils l'avaient même plusieurs jours avant, vu qu'ils avaient déjà pris la décision de fermer les écoles et de faire en sorte que les enfants restent à la maison. Donc, et la veille du premier tour, le Premier ministre avait annoncé fermer
les restaurants, tous les oui, endroits. En fait, oui, et puis en plus ils avaient affirmé que toutes les mesures de sécurité seraient mises en place. Moi, je suis désolée, quand j'ai été votée, il y avait pas de gel, il y avait pas de masque, les distances de sécurité n'étaient pas respectées. Enfin, il y avait rien qui avait été mis en place pour faire en sorte de protéger les personnes qui venaient voter, ni même les personnes qui tenaient les bureaux de vote, parce que mais vraiment aucune des personnes qui tenaient le bureau de vote dans lequel je me suis personnellement rendue n'avait de masque. Alors bon, moi je peux. Alors chez moi, alors c'est marrant parce que je suis dans le 17e, donc la personne que vous avez interrogée était également dans le 17e. Ouais. Nous enfin, honnêtement, c'est pas nous qui l'avons interrogé. Hein. Oui, enfin, la personne qui parle là. C'est un reportage d'Europe 1. Exactement. Bon, moi dans le 17e, c'était honnêtement plutôt bien fait. Je vais pas dire de bêtises, mais bien fait ou pas bien fait. Faire rendre les gens dans des bureaux de vote aussi nombreux, c'est complètement scandaleux. Et moi, je trouve, pourquoi je parle d'amateurisme, c'est que là, en réalité, on attendait une véritable décision politique du président de la République. Qu'est-ce que ça lui coûtait de dire, écoutez, je ne prends pas la vie des Français en risque, et du coup, je décide, même si je vais m'en prendre plein la gueule par les politiciens qui font de la politique politicienne, de dire, je stoppe, de toute manière, ce premier et second tour, il y a des choses plus importantes. Il ne l'a pas fait. Moi, et c'est là que pour moi le terme amateurisme est dans son sens. C'est parce que là, je pense que véritablement, il a perdu la manière d'être chef d'État. Et là, on a véritablement vu qu'en fait. Je t'ai connu beaucoup moins dur, envers lui. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai été plutôt favorable au mandat d'Emmanuel Macron. Je pense que sur beaucoup de choses, c'était la bonne personne. Là, la réalité, c'est qu'ils nous montrent qu'ils font ce qu'on appelle de la politique politicienne, du juridisme, à ce moment précis. Je ne parle pas d'aujourd'hui, ce dimanche, mais à ce moment du maintien du premier tour, je pense qu'ils n'avaient pas encore mesuré véritablement l'impact que ça allait avoir dans la société française. Et je pense que ça, c'est de l'amateurisme et qu'en tout cas, il a très très mal géré, à mon sens, à ce moment-là. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Facebook et en live sur France Maghreb 2, sur la page Christophe Le Grand Forum, que vous pouvez évidemment commenter, interagir, liker, partager. On compte sur vous. Et évidemment, vous écoutez aussi l'émission sur France Maghreb 2 à la radio, sur le satellite, sur l'application pour évidemment télécharger sur Play Store et Android. J'ai dit une bêtise, je crois. Apple Store et trucs Android, quoi. Alors, là, ça va plutôt intéresser Besma, je pense, puisque je vous propose d'écouter Thierry Amourou, qui est secrétaire général du syndicat des infirmiers, qui parle, lui, d'une action en justice. Regardez. C'est la stratégie du gouvernement qui préfère dire les choses par étapes, progressivement, y compris le confinement qui a été annoncé progressivement, plutôt que de le faire tout d'un coup. Alors on pourra... Seulement tout ça, ça fait des morts, quoi. Voilà, mais on pourra en reparler longtemps et savoir s'il aurait fallu faire comme ça. C'est le choix qui a été fait et on doit tous l'assumer en réalité. Non. Ils ont fait leur choix. Ils l'assumeront devant la justice pénale parce qu'il y aura quantité de plaintes de médecins et de soignants dès que l'épidémie sera passée. Y compris du syndicat des infirmiers qui vont présenter. Bien sûr. Il faut bien comprendre que les gens qui sont... Nous, on est tous dans la mouise. On a les mains dans le cambouis, comme vous dites. Il y a que 2 masques prise de poste pour les soignants dans les CHU. Dans les autres hôpitaux, c'est souvent qu'un seul masque pour les 8 heures. Dans le libéral, c'est 18 masques pour une infirmière ou un médecin et 6 masques pour une sage-femme pour toute une semaine. Donc ça veut dire que on se contamine et surtout on devient contaminant pour nos patients. Et nos patients, lorsqu'ils sont hospitalisés, par définition, ils sont fragiles et eux, ils vont avoir la forme grave de la maladie. Et tout ça, par l'impréparation du gouvernement, le fait qu'on n'a pas le matériel de protection. Et voilà. Autrement, par rapport aux tests, le fait qu'on manque de tests aujourd'hui, les gens que l'on renvoie à domicile, comme le décrivait le médecin tout à l'heure, les gens qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés et à qui on dit retournez chez vous, prenez du Doliprane si vous voulez, et puis lorsque vous commencez à suffoquer, vous appelez le 15. Eh bien, ces gens-là, pendant 15 jours, ils vont vivre dans l'angoisse
du lendemain. Alors que si on pouvait les tester, 6 heures après, on était capable de leur dire, vous avez simplement une grippe, ou vous avez le Covid, ou vous avez une bronchite, etc. Là, ils vont vivre 15 jours d'angoisse. Et ça va au-delà de l'aspect santé publique où il faut tester. C'est ce que nous dit l'OMS. C'est ce qui a marché en Corée du Sud. Voilà, c'était Thierry Amouroux, qui est secrétaire général, je rappelle, du syndicat des infirmiers, qui parle lui d'une action en justice. Je vous demanderai votre réaction dans un instant parce que c'est l'heure de la page pub à la radio. Donc, impératif oblige. On est de retour très vite sur France Maghreb 2 et on reste en live, bien sûr, sur Facebook. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Toujours en live sur Facebook France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum. On est en pleine pub à la radio et on est de retour très vite avec notre invité dans un instant, une infirmière libérale. Est-ce que Philippe, tu peux faire un petit tour du côté des commentaires sur Facebook, voir ce qui se passe, voir ce que ça dit, s'ils sont bavards, s'ils sont calmes pour l'instant? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, écoute, on a eu tout à l'heure des infirmières, dont une qui travaille en EHPAD. Un grand sentiment d'injustice. On peut aller voter, mais on peut pas enterrer un de nos proches. Beaucoup de Salem, de bonsoir. Lipi, le pic est prévu pour le 5 avril, fin de semaine prochaine, dans de panique. Alors, le pic, d'après nos informations, il serait plutôt prévu aux alentours du 15 avril. Voire même un peu plus tard. Voire même un peu plus tard. On attend une grosse vague. Voilà. On nous signale, voilà, moi pareil, personne, pas de masque, personne n'avait des masques dans les bureaux de vote. Et c'est vrai que moi aussi à Orly, il y avait du gel, effectivement, il y avait des petites lingettes de désinfectants, mais il y avait pas de masque, malgré que les professionnels de santé, les pharmaciens, nous avaient dit qu'ils avaient été justement dépouillés de leur stock pour les bureaux de vote, mais visiblement ils en avaient pas assez. Voilà, Taïb Mohamed nous dit, très cher Besma, je ne suis pas d'accord, je suis parti voter et tout était mis en place pour protéger les votants, gel, distance, etc. Mais elle parle de son bureau de vote. De son bureau de vote à elle. Macron voulait un grand nombre d'élus LR en confinement et pas en marche. Bonjour à toute l'équipe. Il s'en fout, le gouvernement des Français et le président encore plus. Son discours à un enfant de 5 ans aurait pu l'écrire. Très critique, l'ensemble des Facebookers et Facebookiennes. Yaya, c'est de la faute à Zemmour. Sinon, on aurait gardé le voile et pas besoin de masque. Ah, j'adore. Voilà. Ouais, les commentaires qui apparaissent à l'écran, évidemment, vous pouvez voir. Et n'hésitez pas à commenter, liker, à nous donner votre avis qui nous intéresse. Philippe surveille la reprise antenne dans un instant avec Besma et Farid et notre invité dans un instant, bien sûr. On demandera d'ailleurs à Besma et Farid la réaction parce qu'elle est importante. Il y avait une très grande émission hier soir sur LCI et il y a une infirmière, je crois, épidémiologiste qui est venue avec des graphismes, et elle parle, elle, de 60 000 morts. Vous pouvez revoir, c'est pas moi qui le dis. Sur 4 millions de personnes atteintes, 2% égale 60 000 morts. C'est le chiffre qu'elle a annoncé hier sur LCI. Il y en a qui sont heureusement beaucoup plus rassurants, quoi qu'il en soit. Évidemment, c'est vraiment très inquiétant ce qui se passe. Et on est là tous les soirs, sachez-le, durant ce confinement. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais c'est pas encore tout à fait le cas. On va reprendre, je crois, très vite l'antenne sur France Maghreb 2. En direct à la radio et en direct sur Facebook. Je rappelle, mes amis, vous qui nous rejoignez, que demain on change d'horaire. On sera là dès 17h jusqu'à 19h avec un grand dossier consacré aux devoirs à la maison. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Avec Besma Maghrebi, Maître Maghrebi, Farid Tamsamani, Philippe Bourriac qui est à la technique, et je salue DJ Nabil aussi qui est de l'autre côté et qui permet justement cette retransmission. Alors Maître Maghrebi, nous regardions il y a quelques instants et avant la pub Thierry Amouroux qui est, je le rappelle, secrétaire général du syndicat
des infirmiers qui a lui parlé d'une action en justice. Il a eu des propos assez durs, Besma. Est-ce qu'une action en justice est-elle possible et de quelle manière? Alors, je vais essayer d'être pédagogue, vu que je suis maîtresse depuis 13 jours, pour pouvoir engager pour pouvoir engager la responsabilité pénale, vu qu'il parle de plainte, donc ça signifie que c'est une responsabilité pénale d'une personne, parce que ça va être, on pourra pas engager la responsabilité pénale du président, puisque durant l'exercice de son mandat, il est protégé. D'ailleurs, c'est pour ça que les plaintes seront dirigées contre les membres du gouvernement, donc contre des ministres. Eh bien, il faut que 3 conditions cumulatives soient réunies. À savoir, il faut qu'on ait une faute qui ait été commise par le ministre ou plusieurs membres du gouvernement. Il faut qu'on ait un préjudice et il faut qu'on ait un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice. La faute, on l'a si on considère que les prises de décision ont été tardives ou par exemple le maintien des élections était fautif parce qu'il n'avait pas lieu d'être. La faute, on peut dire qu'elle pourra être éventuellement caractérisée. En ce qui concerne le préjudice, sur ça il y a indiscutable, il y a eu des décès, des hospitalisations. Bref, il y a eu mise en danger, il n'y a pas de souci. Mais là où il y aura un problème, et c'est là où moi je suis plutôt pessimiste, c'est sur le lien de causalité. C'est-à-dire qu'il faut que la faute cause directement le préjudice, à savoir les décès ou les hospitalisations. Et or là, on ne sera pas sur un lien de causalité direct tel qu'il est défini juridiquement, on sera sur un lien de causalité indirect. Et la France, ça fait des années, mais vraiment des années, que la Cour de cassation est très, elle y tient en fait à ce principe, au principe du lien de causalité direct. Donc, je pense que des plaintes vont être, d'ailleurs, ça a été annoncé, il y aura des plaintes qui seront déposées pour homicide volontaire, pour homicide involontaire, pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'il pourra y avoir des procédures? Oui, parce qu'on est tous libres de pouvoir déposer des plaintes. Mais est-ce qu'elles vont aboutir? Je pense que ça risque d'être compliqué parce qu'ils n'arriveront pas à démontrer le lien de causalité direct auquel la Cour de cassation tient tant. Alors, Farid, là, on a une avocate avec nous aujourd'hui. Quoi d'autre à rajouter? Il n'a pas grand-chose à rajouter, visiblement. Farid, t'es là? On t'entend pas, Farid, visiblement. Philippe, que se passe-t-il? Farid, il est où? Farid, il est comme d'habitude. Farid, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu sais très bien qu'est-ce qui se passe avec Farid dimanche. Lui, c'est le vendredi. Toujours. Oui, c'est vrai. Il n'a pas l'habitude. Par contre, si vous voulez, je peux essayer en attendant, le temps qu'il revienne, d'apporter une petite touche d'optimisme. Allez, on a besoin. À savoir que toutes les personnes qui souhaitent déposer plainte, il y a d'autres actions qui existent au-delà de l'action pénale. Par exemple, tous les syndicats, les établissements de santé, ils ont au-dessus d'eux une administration et ils peuvent très bien déposer une plainte, engager la responsabilité administrative de l'établissement qui va être au-dessus et qui va être responsable du service en se basant sur ce qu'on appelle le dysfonctionnement du service public, parce que l'État met en place un service public qui doit être, qui doit fonctionner correctement. Et lorsqu'on a une mauvaise organisation ou une mauvaise gestion du service public, à ce moment-là, on peut engager la responsabilité administrative pour obtenir des dommages-intérêts. Donc, je pense que chaque administration, chaque service devra se diriger vers son supérieur hiérarchique, entre guillemets, ou par l'autorité à laquelle elle sera dépendante pour pouvoir engager sa responsabilité. Et là, on aura beaucoup plus de sens d'obtenir des résultats, que ce soit pour les infirmiers, que ce soit pour les aides-soignants, les médecins, etc. Les professionnels de santé devront saisir l'administration à laquelle ils dépendent. Je pense que ça sera la solution. Très bien. Farid. Moi, je suis là. Est-ce que tu es là? Moi, je suis là, tu m'entends? On t'a perdu, tu sais. Ouais, je suis désolé. Oui, on t'entend bien. Alors, pour moi... Alors, Farid, ouais, dis-moi. Besma nous a expliqué en détail d'un point de vue juridique. Oui, non, mais cette affaire et cette possible action en justice. D'un point de vue purement juridique et pénal,
Les professionnels sont... Enfin, Maître Besman nous a parfaitement éclairé. Je pense qu'il va y avoir des évolutions. Tout le monde a encore en mémoire l'affaire du sang contaminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était pas du tout gagné initialement. Finalement, il y a quand même eu une action. Je pense qu'on est sur des chiffres beaucoup plus importants que le sang contaminé, malheureusement. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, la faute déjà, elle est d'abord morale. Moi, je mets au défi le président de la République, le gouvernement dans son ensemble, de dormir tranquille avec les morts qui s'allongent de jour en jour. Là, pour moi, la faute, elle est d'abord morale. Ensuite, elle est politique, qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais le président de la République a fait une grave faute politique. Alors, il peut pas être atteint judiciairement parce qu'il est dans son mandat, mais pour moi, politiquement, il a commis d'énormes fautes. Alors, ça ne veut pas dire que moi, j'aurais fait mieux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on est président de la République, on attend d'être justement le chef de l'État. Et je vais vous donner un exemple que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais aux États-Unis, le président Trump, aussi farfelu que Trump peut être, quand il a compris qu'en fait, il se trompait du diagnostic, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait marche arrière toute. Il a fait son mea culpa. Et 2, il a dit, bon, attends, je me suis planté, mais on va mettre les bouchées doubles. Et l'exemple que je donne très souvent, c'est les respirateurs. Les États-Unis, comme la France, en fait, statistiquement, ne pouvaient pas prévoir avoir un besoin d'autant de respirateurs pour les réanimations. Il a demandé, c'est pas qu'il a demandé, il a forcé la main aux constructeurs automobiles, par exemple, de fabriquer des respirateurs parce qu'il a réquisitionné, parce qu'il a fait les choses. Bon, je ne dis pas qu'il fallait faire la même chose, mais en tout cas, en France, j'ai l'impression, et je terminerai peut-être là-dessus, Christophe, mais j'ai l'impression que quand on voit la mayonnaise que ça a pris là, sur l'histoire du décret du jeudi, finalement modifié le lendemain, tout ça parce qu'il y a des luttes d'influence à Matignon, je trouve ça scandaleux. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme, et 2, pour moi, c'est ce qu'on appelle du juridisme, c'est-à-dire qu'on est dans une logique purement judiciaire, c'est-à-dire de se dire, pardon, pas judiciaire, mais juridique, de se dire, attention, ce que je dis là peut avoir des conséquences plus tard, mais le problème, c'est que quand on est membre de gouvernement, lorsqu'on est chef de l'État, on doit sauver la vie des gens. C'est ça la priorité. Dans un instant, notre invitée, elle est infirmière libérale, mais la dernière vidéo que je voulais vous montrer dans cette partie zapping, c'est le coup de gueule d'un infirmier qui travaille à Henri Mondor à Créteil. Regardez et écoutez. Je viens de sortir de l'hôpital à 20h et puis être accueilli par des... Alors, balcon qui tape des mains, des cornes de brume qu'on peut entendre. Bah, écoutez, ça fait toujours chaud au cœur. C'est toujours un peu plus que ce gouvernement qui donne toujours pas les moyens et qui se réfugie derrière. On a acheté des masques, on a acheté ci, mais petit rappel quand même. C'est vous qui nous avez mis dans cette merde et qui avez mis les Français dans la merde. Je vous rappelle que, initialement, vous avez voulu privatiser la sécurité sociale et notre système de santé est passé du 3e rang mondial à au-delà du 10e pour la 5e puissance ou 7e puissance économique mondiale. Ça fait peine. C'est désolant. Voilà, ce gouvernement en marche, Macron en tête, vous êtes des salopards. Je vous le dis, j'ai vu des choses aujourd'hui. Je sors du bloc de Réa, c'est très très dur. Très très dur de ce qu'on voit. Des hommes de 50 ans, robustes, être tout fondus dans leur lit et d'avoir des poumons, c'est dramatique ce qu'on est en train de vivre. Et avec un gouvernement qui s'est dessaisi de cette histoire parce que ni plus ni moins derrière, c'était faut privatiser le système public français, faut privatiser les hôpitaux publics. Ben voilà le résultat, monsieur Macron, vous êtes en train de le payer cash. Castaner, vous nous avez tapé sur la gueule parce qu'on défendait et nos revendications étaient les plus simples du monde. Des moyens humains, des moyens matériels. Vous nous avez gazés, vous nous avez matraqués. Et maintenant, vous vous réfugiez. C'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays. Ouais, c'est terrible. Bon, je vous laisse là. Et puis à demain pour une deuxième journée au combat. À bientôt. Très dur. Ce coup de gueule de cet infirmier qui travaille à Henri Mondor, Farid. Oui, 2 choses par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses. Premièrement, il y a un truc que je ne comprends pas, que je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est que les établissements privés, les cliniques, etc., ne sont pas mis à contribution.
ne sont toujours pas mises à contribution. C'est quand même hallucinant. Si, encore une fois, ça a peut-être évolué depuis quelques heures, quelques jours, mais en tout cas, il y a encore quelques jours. Ils étaient ça commence, Farid. Voilà. Parce qu'on recevait hier une infirmière qui travaille en privé et il commence à y avoir effectivement des malades qui arrivent dans le secteur privé. Ce retard à l'allumage est quand même véritablement scandaleux. Et enfin, je terminerai sur une chose. Les gens qui le payent cash, pour l'instant, ce n'est pas Macron. Pour les gens qui le payent cash, ce sont toutes nos familles qui sont endeuillées, sur lesquelles on ne peut pas assister nos morts, sur lesquelles en fait on voit partir des gens qui vont être enterrés sans leur dire le dernier au revoir. C'est eux qui le payent cash. Et effectivement, je pèse mes mots. Pour moi, on est dans une situation quasiment criminelle. Alors bien sûr qu'on pourra réfléchir pendant des années sur pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que la France qui est touchée. Le monde entier est probablement touché. Mais véritablement, la gestion de cette crise en France, pour moi, elle est purement et simplement scandaleuse. Farid parle de criminel, Besma, mais quand on entend ce coup de gueule de cet infirmier travaillant en Henri Mondor, on sent que ça vient des tripes. Il ne triche pas. Ah bah oui, non mais ça c'est certain. Et puis il évoque un problème qui n'est pas nouveau. On est dans notre système de santé souffre depuis ça fait 20 ans qu'on a des réformes qui passent à chaque gouvernement qui viennent petit à petit leur diminuer les dotations, diminuer les budgets, diminuer le nombre de lits. On a un système de santé qui était au départ on va dire il y a 20 ans une priorité et qui est devenu au fil des années quelque chose de secondaire. Le système de santé français n'était plus une priorité ni pour le gouvernement ni pour l'État. J'ai juste envie d'apporter une précision lorsque vous avez parlé des cliniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les cliniques n'ont pas été appelées entre guillemets, il faut savoir que l'État et l'administration. Donc c'est un peu la même chose, et l'administration, c'est l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est ce qu'on appelle un établissement de santé public, donc qui relève de l'État. Donc l'État, lorsqu'il met en place un plan d'urgence et des moyens pour pouvoir venir en aide à la population, il va utiliser son administration, donc à savoir l'hôpital public. Les cliniques sont des établissements de santé privés qui relèvent d'un régime juridique complètement différent. Ouais, mais là, on est dans une situation d'urgence, n'est-ce pas? Non, mais justement, j'y viens. Et le fait que les cliniques n'aient pas été appelées en renfort ne signifie pas que les cliniques ne géraient pas des cas de Covid-19. Au contraire, il y a plusieurs personnes qui se rendaient dans les cliniques, et là, en fait, c'est juste révélateur des petites guéguerres habituelles qu'on connaît depuis des années du système public-privé. Et il a fallu attendre, 13 ou 14 jours de confinement et qu'on ait énormément de victimes pour que l'orgueil du service public puisse être mis de côté et qu'il fasse enfin appel au service privé. Parce que ça, c'est hélas un problème que moi, je connais en étant spécialisée en droit de la santé depuis des années. Il y a une guerre, une sorte de rivalité entre le secteur privé et le secteur public, et je trouve ça vraiment dommage, et je rejoins parfaitement quand il dit que c'est criminel. Je trouve ça vraiment grave et même criminel qu'on attende qu'il y ait autant de morts et autant de victimes pour mettre son ego de côté et accepter de faire appel à un service qui fonctionne très bien, à savoir le service privé, et à faire en sorte d'utiliser toutes les compétences qu'ils ont et tous les dispositifs médicaux qu'ils ont pour venir en aide à la population. Il s'appelle Farid. Vespa, tu avais peut-être oublié le prénom. Je vous donne une petite information qui vient de tomber. Je vous parle du premier député français ayant contracté le Covid-19. Jean-Luc Rixer, LR, âgé de 68 ans, a été plongé dans le coma après avoir été placé en réanimation pendant 20 jours à l'hôpital de Mulhouse. Voilà. Donc, ça devient compliqué pour ce député. C'est le premier, en fait, député qui avait été testé positif au Covid-19. Alors, on parle évidemment du Covid-19, de tous ces alentours. On va en parler avec une professionnelle de la santé, puisqu'elle est infirmière libérale en banlieue parisienne. Elle s'appelle Nala et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Nala. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va essayer d'être ludique au cours de cet entretien. D'abord, vous êtes là avec nous depuis un petit moment. Vous avez, je crois, écouté le coup de gueule d'un collègue infirmier à Henri Mondor.
Est-ce que vous partagez son coup de gueule? On va dire que je vais être oui et non. Oui, je partage sa colère parce que quand on est au front et qu'on n'arrive plus en fait à fournir le soin et que du coup et que des choses auraient pu être anticipées, je partage sa colère. Maintenant, là où je vais être plus mesurée, c'est qu'en effet, je mettrai pas tout sur le gouvernement Macron. Pour moi, ça fait 30 ans. J'ai commencé mon premier pied dans le milieu hospitalier, j'avais 18 ans, je commençais très jeune. Donc, ça fait 30 ans que je suis dans le privé, après dans le public et ensuite libéral. Donc, j'ai fait un peu le tour de la question. Et donc, ça fait 30 ans, en effet, que le système de santé, dont on coupe les budgets, un système de santé qui est ignoré par le gouvernement, mais aussi par la population. Parce que si aujourd'hui les gens nous applaudissent, et c'est vrai que c'est une reconnaissance et on vous en remercie, la plupart du temps, ce système de santé a été ignoré et méprisé quelque part parce qu'on trouve normal d'avoir un système public de santé, mais à aucun moment on en prend soin. Et en prendre soin, c'est aussi, je trouve, à la population, quand ils voient que le système de santé se dégrade et qu'on fait grève, parce que quand on fait grève, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'en effet, c'est votre sécurité de santé à vous qui va en payer le pot cassé. Et aujourd'hui, on voit le désastre de toute cette négligence depuis 30 ans au niveau du système de la santé. Voilà, donc du coup… Alors, vous avez raison, Nala, de dire que toute la responsabilité de la défaillance et de la destruction du système de santé en France n'est pas due et propre à Emmanuel Macron, mais c'est là plus de 30 à 40 ans de politique et de mauvaise gestion dans ce domaine. La santé, pour tous les gouvernements respectifs et les présidents qui se sont succédés, n'ont jamais finalement été une priorité. C'est le bilan que vous en faites, en fait, si on vous écoute. Oui, alors c'est en effet, tout le système, je dirais que tout le système public, à savoir le système de santé, qui pour moi est une priorité absolue, le système de l'éducation, parce qu'on a aussi besoin de professeurs pour éduquer la population, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues est forcément abominable, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris la dangerosité de cette attaque invisible de ce qui se passe. Donc, les gens ne comprennent pas parce que il y a un laxisme sur toute la fonction publique depuis 30 ans. Et on a besoin de soignants, on a besoin de professeurs, on a besoin de policiers, on a besoin de fonctionnaires pour donner des points de repère. Et aujourd'hui, quand le système de santé vous dit restez chez vous, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'il y a un danger invisible. Et que aujourd'hui, même les policiers qui viennent verbaliser des personnes qui n'ont pas compris la dangerosité de ce virus se font éclater le crâne. Enfin, moi, ça me dépasse. Donc, il y a un laxisme depuis 30 ans et un rejet, en fait, de ce système de fonction publique en général qui est complètement délaissé et qui est méprisé, y compris par la population. Farid Tamsamani et maître Besma Maghrebi, qui est d'ailleurs docteur avec nous pour m'accompagner ce soir. Amis auditrices, auditeurs, téléspectateurs, spectatrices, vous pouvez évidemment poser vos questions à Nala, qui est, je le rappelle, infirmière libérale. Vous, effectivement, de cette responsabilité commune de tous les gouvernements. Aujourd'hui, quand même, Nala, on est dans une situation quand même inédite, il faut le dire. Aujourd'hui, quand vous dites effectivement, c'est pas une blague quand on vous dit de rester chez vous, mais j'aimerais quand même vous rappeler une petite chose. À la tête de ce gouvernement, et si je m'en réfère à ce que nous disait le 20 janvier dernier, pour être exact, Agnès Buzyn, qui est l'ancienne ministre de la Santé, elle nous disait de ne pas s'inquiéter, que tout était sous contrôle et que le virus était en Chine, donc loin de chez nous, et que tout était sous maîtrise. Est-ce qu'il n'y a pas eu là, pour le coup, quand même, des déclarations hasardeuses qui aujourd'hui ont des conséquences sur un confinement qui aurait peut-être, je dis bien peut-être, sous toute réserve parce que je ne suis pas un spécialiste, être pris plus tôt et peut-être qu'on aurait peut-être évité la catastrophe?
Alors, je rejoins, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette spécialiste de la santé, sur le fait que déjà les politiques nous disent n'importe quoi. Donc, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Ah oui, c'est vrai. On l'avait oublié celui-là. Ouais, un virus est un virus. Là où ça a été sous-estimé, parce qu'ils ne pouvaient pas le deviner non plus, nos politiques ne sont pas non plus des médiums. Donc, ils ne pouvaient pas non plus deviner la dangerosité de ce virus. Donc, ça, je l'entends tout à fait. Après, on en revient à l'orgueil et à l'ego de chacun d'entre eux qui est quand on ne sait pas. Ils n'ont qu'à dire on ne sait pas et par mesure de précaution, on vous demande de rester chez vous. Voilà. Et ils ont toujours à vouloir donner des réponses. Mais on ne peut pas toujours avoir une réponse à tout. Et quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Voilà. Et il y a cette responsabilité politique. Et ensuite, il y a cette responsabilité de la population de France qui aujourd'hui, encore, en tant qu'infirmière libérale, je vois des personnes regroupées dans les foyers, dans les cités, dans la rue, se parler à quelques centimètres l'un de l'autre, et ensuite de rentrer à la maison et d'aller dire bonjour à son père, à sa grand-mère, etc., et de continuer, sans même le savoir, à propager ce virus. Je vois aussi des gens qui ont des masques. Eh ben, c'est très bien. Moi, la première, je donnerais un masque à mon enfant si j'en ai. Parce qu'on a avant aussi envie de protéger les siens avant tout. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, utilisez-les de manière correcte. Un masque posé sous un nez ne sert à rien. Un masque qu'on tripote toute la journée avec ses mains ne sert à rien. Donc, il y a aujourd'hui, même si les politiques ont dit et continueront sûrement à dire n'importe quoi, il y a une chose qu'on sait, c'est que le virus continue de se propager, que la vague ne fait que commencer, qu'il va y avoir des milliers de morts. Nala, et que les gens ne restent pas chez eux. Alors, on en parlait il y a quelques instants de cette contradiction finalement à la française. Maître Maghrebi, ici présente, nous disait que les établissements privés, Farid aussi, n'étaient pas sollicités. On va vous afficher un tweet qui vient d'apparaître. On apprend que les malades de Covid-19 vont être transférés en Allemagne, alors même les structures privées ne sont pas sollicitées. Franchement, on pourrait tomber sur la main là. Juste avant la diffusion, du tweet, juste pour se rappeler les déclarations de la ministre. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. La crise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Voilà, c'est ce que disait Agnès Buzyn, ministre de la Santé, le 20 janvier. Regardez ce tweet qui vient de paraître. Moi, ça me fait halluciner quand je vois ça. On va transférer des malades en Allemagne. Oui, Philippe? Juste quelques instants oui, bien sûr. Pour le tweet. Alors même que le secteur privé n'est pas sollicité. Je ne sais pas si Besma nous entend, mais ça illustre parfaitement une véritable contradiction à la front, une gestion hasardeuse. Elle ne nous entend pas, Besma, visiblement. Farid? Donc la France envoie des malades du coronavirus à l'étranger, en Allemagne, alors que les hôpitaux privés sont très peu sollicités. Utilisez-nous, a lancé Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Voilà. Nala, ça vous fait réagir, ça le fait qu'on envoie des malades en Allemagne? Information de France Info. Moi, pour ma part, c'est vrai que je n'ai pas sous les yeux le nombre de personnes qui arrivent aux urgences, etc. Pour ma part, je trouve assez bien qu'il y ait des malades en effet qui partent en Allemagne pour libérer et qu'il y ait des lits de libres. J'en suis très heureuse parce que je pense que très rapidement, tous ces lits vont être pleins et que le système privé bientôt sera lui aussi débordé que le système public.
Donc, de ce côté-là, je me dis c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'au fond, il y a encore des débuts, bah, c'est très bien, puisque je pense que dans très peu de temps, ils vont être pleins. Ouais, mais pour l'instant, le secteur privé est quand même assez privilégié dans le sens où pour l'instant, ça va, ils arrivent à gérer. Donc pourquoi on remplit pas, comme vous dites, toutes les structures privées, et il y en a beaucoup, hein, et avant de transférer des malades, à l'étranger et en Europe. Un transfert, ça prend du temps. Hein. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire déplacer un patient, c'est pas comme si je vous disais à vous, bah, tiens, prenez vos devis et passez dans la à côté. Donc, transférer un patient qui est hospitalisé, ça demande une gestion administrative et ça demande une mobilisation de personnel qui est extrêmement importante, avec un matériel aussi qui est extrêmement important. Quand on a besoin… Restez avec nous. Nala, pardon de vous couper parce que j'ai les impératifs pub. Il est 9h19 et vous êtes en direct sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et la pub, mais on est toujours en direct sur Facebook et en live sur France Maghreb 2. Vous voyez Nala qui est avec nous, qui est infirmière libérale et qui répond à toutes nos questions. Farid Tabsamani, est-ce qu'il est là, mon Farid? On a perdu tous nos chroniqueurs, Philippe. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il nous reste Maître Maghrebi. Ah, Besma est revenu. Normalement, je suis là. Bon. Oui, mais j'étais là en fait. Est-ce que quoi? Je vous entends plus là pour le coup. On t'entendait pas. Ah, d'accord. C'est entièrement de ma faute. Farid. Ah, Farid. Philippe, il a fait des conneries. Oui, non, enfin pas vraiment des conneries parce que il y avait un bruit de fond qui était désagréable pour nos auditeurs et nos auditrices et donc je l'ai mis en ce qu'on appelle muet, donc elle ne pouvait pas parler et comme il y avait quelques petits trucs à gérer. Tu as censuré Maître Maghrebi. Attention. C'est parce que j'étais en train de bondir sur ma chaise par rapport à tout ce que j'entendais, j'avais envie de réagir. Alors on vous écoute. Absolument. Farid, t'es là? Non, Farid n'est pas là et nous avons quelques commentaires sur Facebook. Tarifa. Alors vas-y, pour les commentaires là pendant la pub à la radio. Qui nous dit c'est un génocide ce qui se passe. Je pense qu'en Allemagne il s'agit de camps et pas d'hôpitaux. Il faut savoir que l'Allemagne a 5 fois plus d'appareils respiratoires que la France et que jusqu'à présent elle gère relativement bien ce phénomène. Abou Adem, moi je serais eux, je roulerai pas. Ils volent des personnes, courir, ils font quoi la police? Fallait mettre des militaires, mais ils se foutent de la population. Vraiment des commentaires très en colère contre le gouvernement. Ce n'est pas normal, il y a autre chose. Donc les adeptes des différentes théories, et ça on pourra l'aborder plus tard. La clinique, c'est pour les hommes politiques et les riches, puisque il y a un scandale qui enfle. Et d'ailleurs, l'assistant du professeur Raoult à Marseille disait tout simplement, nous à Marseille, on a décidé de tester tout le monde, que ce soit des pauvres ou des riches, mais visiblement à Paris, cette comparaison est flagrante. Les hommes politiques et les puissants ont pu être testés et les pauvres, pas du tout. On attend qu'ils soient gravement atteints pour leur dire, ben oui, en fin de compte, oui, vous êtes bien atteints du coronavirus. Voilà Farid, les commentaires, en tout cas. Oui. Farid est de retour parmi nous. Ouais, vous Farid Tabsamani. Oui, Farid. Ouais, on est en plein live sur Facebook, en pleine pub à la radio. Et avec Nala, j'aimerais que Besma, tu réagisses dès qu'on reprend l'antenne à la radio sur ce que le tweet qu'on vient d'afficher, à savoir que on apprend à l'instant, alors que dans quelques minutes, on va prendre les chiffres quotidiens aujourd'hui pour la France, qui risquent, parce qu'on nous a prévenu, d'être terribles. On apprend que des malades de Covid-19 vont être transférés en Allemagne, alors même que les structures privées n'ont pas tous été remplies, loin de là, parce que nous avions une infirmière en privé hier qui nous disait pour l'instant que tout se passait bien, ça se gérait bien, alors que les hôpitaux publics étaient en totale saturation, et principalement en Ile-de-France, on parle de pratiquement aucune place en réanimation, alors même que le ministre de la Santé hier nous disait vouloir passer sur tout le territoire français de 5 000 lits en réanimation à 14 000. Je ne sais pas comment ils vont faire et combien de temps ça va prendre. Cela dit, voilà toutes ces annonces. On a l'impression finalement que… Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. En direct sur France Maghreb 2, il est 19h23 en direct sur France Maghreb 2 et en direct live sur Facebook. France Maghreb 2 et Christophe, le Grand Forum. Vous commentez beaucoup de commentaires très en colère ce soir.
avec Maître Maghrebi qui est avec nous, avec Farid Tamsamani et avec notre invitée, infirmière libérale Nala, en banlieue parisienne. Besma, j'aimerais te faire réagir sur le tweet qu'on a affiché il y a quelques instants, quant à savoir que des malades du Covid-19 ont été transférés en Allemagne, alors même que les structures privées en France ne sont pas pleines encore. Eh bien, écoute, c'est simple. Hein, je pense que le tweet que tu évoques démontre tout simplement ce que je te disais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir le clivage qui existe entre le secteur public et le secteur privé, les petites guéguerres qu'on a entre le secteur public et le secteur privé. C'est encore très compliqué pour le secteur public de se diriger vers le secteur privé, et ça fait que commencer. Hein. Et par rapport à ça, si moi ce que j'ai envie de dire pour rebondir aussi par rapport à ce que disait, ce qu'a dit justement l'infirmière, c'est que moi j'ai l'impression qu'on est face à un paternalisme gouvernemental qui est très 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 mal placé. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, et en ayant eu le comportement qu'ils ont eu, ils n'ont pas été capables d'anticiper ce qui s'est passé, et en ayant un problème d'anticipation, ils ont mis à mal l'Europe. À savoir que on voyait très bien ce qui se passait dans nos pays voisins, en Espagne, en Italie. La France n'a pas été capable d'anticiper, et elle a mis à mal une structure qui est censée être la clé de voûte de tout un système en France. Et en mettant à mal l'Europe comme ça a été fait par le gouvernement, venir envoyer des malades en Allemagne, c'est aussi une façon de montrer que l'Europe, en fait, non, elle est là et elle existe, on est encore unis, on est encore soudés, la preuve, nos malades vont être soignés là-bas. Et je pense que c'est une façon pour eux d'un, maintenir la petite guéguerre publique-privée, et aussi de montrer aux Français que l'Europe est là et que l'Europe existe, et qu'on peut mettre en place des soins chez nos voisins pour essayer de sauver ce qui resterait à sauver de cette institution. Bon, après, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Ça, c'est une autre question. Pardon de te couper, parce que les chiffres viennent de tomber. Alors, a priori, Nala, sauf si je ne m'abuse, il y a, on est d'accord, 5000 lits de réanimation en France. On est d'accord? Après, moi, là, je ce soir, non, mais ce soir, à l'heure où je vous parle, on est à 4632 cas en réanimation en France. 5000, regardez, 5000 lits en réanimation dans toute la France, 4632 cas, pour 2606 décès. Ce soir, en ce 13e jour de confinement. Farid Tamsamani. Ouais, moi j'entends les chiffres, c'est quand même assez dramatique pour les personnes qui sont concernées. Moi, je voulais rebondir et rejoindre ce que disait Maître Maghrebi. En fait, on a l'impression que le gouvernement, ou l'État, en tout cas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, font encore de l'idéologisme ou du dogmatisme avec leur histoire d'Europe, et notamment sur le transfert en Allemagne. C'est plutôt bien et logique, notamment pour la région Grand Est. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, le privé n'est pas complètement sollicité. Et moi, ça me rappelle, alors, c'est pas forcément comparable, mais ça me rappelle. Tu pouvais parler un tout petit peu plus fort, Farid, ça serait bien. Ouais, ça me rappelle l'histoire des frontières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'État français refusait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, de fermer les frontières. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont nos voisins européens qui ont fermé les frontières avec la France. L'Allemagne. L'Italie notamment, l'Espagne, oui. Et si vous voulez, c'est que en fait c'est du dogmatisme. On ne veut pas assumer l'idée que en fait effectivement il y a des solutions qui seraient politiquement incorrectes par rapport à leur idéologie, et donc du coup les assumer. Sur l'histoire du privé public, moi bien sûr que la guéguerre elle a toujours existé, mais là on est dans un mode de vie exceptionnel. Le gouvernement ne doit pas le laisser faire. Il doit prendre ses responsabilités et dire, bon voilà, je réquisitionne, point barre. Je ne vais pas vous demander votre avis ou quoi que ce soit. Je dois sauver des vies. Et c'est ça que moi je trouve ça toujours hallucinant, qu'en fait ils soient encore dans une gestion sanitaire quasiment politique, pour dire les mots tels qu'ils sont, et pas dans un catastrophisme qu'il faudrait à mon avis assumer. Oui, alors Nala, vous avez écouté Maître Maghrebi, Farid Tamsamani. Les chiffres sont tombés, Nala. On les scrute chaque jour.
On espère qu'ils vont baisser. Malheureusement, on nous prévient, hein, c'est dans la tendance inverse, c'est-à-dire que ça va grimper et assez significativement dans les toujours prochains jours, notamment dans les 15 premiers jours d'avril. D'abord, à titre personnel, Nala, est-ce que vous avez tout le matériel nécessaire pour travailler? Masques, gants, produits hydroalcooliques, etc. Est-ce que vous êtes équipé? Alors, notre cabinet a la chance d'être très bien équipé parce que nous sommes de grandes prévoyantes et avant tout ça, en fait, nous avions tout ce qu'il fallait en matériel. Nous étions équipés déjà de masques avec du gel hydroalcoolique en stock d'avance, mais qui va finir par faire défaut parce qu'en effet, que ce soit les fournisseurs qui sont en rupture de masques, de gel hydroalcoolique, que ce soit les pharmacies qui ne sont pas approvisionnées. En fait, tous les jours, je suis passée à la pharmacie pour demander s'ils avaient des masques. Tous les jours, on me répond qu'il y a eu un carton qui est arrivé sur 15 jours. Donc, en effet, pour l'instant, le matériel n'arrive pas. Il y a en effet beaucoup 1 million de masques arrivent demain, en provenance de Chine. Oui, mais en attendant, le virus se propage. Voilà. Bah oui, donc, non, mais voilà, je vous donne l'information. Voilà. On espère qu'ils vont arriver puisqu'il y a 15 jours, on nous a dit la même chose. Hein. On nous a dit la semaine prochaine, vous avez les masques. C'est pour ça que en fait, ils arrivent tous les jours. En fait, les avions cargo d'Air France, en fait, arrivent régulièrement. Enfin, depuis quelques jours, c'est tous les jours. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit toujours pas. Et moi, je trouve ça scandaleux d'aller chercher des masques en Chine alors qu'on est capable de les fabriquer en France. Purée, quand même. On a arrêté. Non, mais là, on a arrêté la fabrication des masques en 2011 en France. En 2011, il n'y avait pas la crise sanitaire. Là, depuis quelques semaines, je suis désolé, on a suffisamment d'entreprises qui sont capables de changer de fabrication et de passer, je ne sais pas moi, du prêt-à-porter classique à des masques. C'est des choses que les autres pays font. Hein. C'est pas, le Maroc le fait. Hein. Le Maroc est un pays du tiers-monde. Le Maroc le fait très bien. Donc, il n'y a pas de raison que la France ne le fasse pas. C'est hallucinant quand même. Le Maroc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de sociétés, d'entreprises de manutention que la France. Hein. La France, elle a perdu les petites mains hein, parce qu'on est trop cher en production. On a quelques usines. Je ne suis pas convaincue que la France, aujourd'hui, soit en capacité, que ce soit au niveau des médicaments, parce qu'encore une fois, tout a été transféré sur la Chine. Moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Je mets bien une différence entre les médicaments et les masques, premièrement. La France, malgré la désindustrialisation qui existe globalement depuis le début des années 80, a encore les capacités de basculer. Les États-Unis le font. Les États-Unis d'Amérique, qui sont encore plus désindustrialisés que la France, l'a fait. Trump l'a demandé. Et donc, ils le font. Donc, il n'y a pas de raison. Et moi, ce que je trouve ça hallucinant, c'est qu'on ne le fasse pas. Et l'Allemagne le fait. On ne veut pas aller en Chine, il n'y a pas de souci. Les Allemands sont nos voisins, sont nos amis. Les Allemands ont encore un tissu industriel très fort. Pourquoi on n'y va pas? On ne réquisitionne pas. Et moi, c'est ça, en fait, toute la colère que moi j'ai vis-à-vis de ce gouvernement-là. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est encore dans une gestion classique politique et non pas dans une gestion exceptionnelle. Alors qu'en fait, la situation, elle n'est plus qu'exceptionnelle, elle est complètement dramatique. Et moi, j'en voudrais pas au gouvernement de venir saisir une usine pour faire fabriquer, ou même, je vais aller un peu loin, forcer des gens à aller fabriquer des masques, sachant que les gens n'ont pas besoin d'être forcés, ils le font naturellement. Donc, c'est ça, moi, la grosse différence. C'est ça qui me heurte, moi, profondément. Nala, une question pratique. On nous regarde ce soir et vous savez qu'on a tendance un petit peu, je suis sûr que vous êtes tous comme moi, à psychoter dès qu'on a le moindre symptôme. Ça peut être un mal de tête, à la gorge, la fièvre. Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'on soit sérieusement atteint par le Covid-19 et quels sont les facteurs déterminants? Nala, est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors aujourd'hui, le souci de ce virus, encore une fois, qui est invisible, c'est qu'on ne le connaît pas. Et qu'aujourd'hui, on a tout entendu et son contraire. Et on voit aussi des personnes asymptomatiques finir quelques jours plus tard en réanimation. Vous en avez donné l'exemple d'un député qui au début était malade et qui maintenant, quelques 28 jours, si j'ai bien compris avant, se retrouverait hospitalisé en réanimation. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque personne a l'air de réagir d'une manière différente à ce virus. Certains n'auront pas de fièvre, d'autres n'auront pas de toux.
Je pense à et je présente mes condoléances à toutes les familles qui perdent aujourd'hui un être cher et à cette jeune fille de 16 ans qui est décédée et qui n'avait pas de symptômes. Quand on dit 38, il y a encore peu de temps, avant ce virus, on disait à quelqu'un 38, oh ben c'est bon, vous n'avez pas de fièvre. Alors qu'aujourd'hui, avec un 38 et ce virus qui se promène, on peut être en effet sujet à cette maladie. Donc aujourd'hui, rien ne peut être déterminant pour dire oui, vous êtes en bonne santé, contaminé ou pas contaminé. La seule chose qui est aujourd'hui probant, ce sont les tests. Et les tests, ben, il n'y en a pas. Ils ne sont pas fiables en plus, il paraît. En plus, ils ne sont pas fiables. Donc aujourd'hui, il n'y a rien. La seule chose qui peut préserver la population et sa famille et soi-même, c'est en effet d'éviter au maximum le contact avec les autres. Alors, oui, bien sûr, ça c'est important de respecter. On parlait il y a quelques instants avec Farid et vous, Nala, des problèmes de masque. Cher Philippe, je viens de t'envoyer un petit truc. Il y a une vidéo juste derrière, c'est un tweet de CNews et c'est Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui parle de la première livraison de masques pour demain. Est-ce qu'on peut le regarder, mon Philippe? Bien sûr, si vous nous laissez. Jérôme Salomon, il y a quelques minutes. Hein. Ouais. Voilà. Pas de souci. Ouais, non, mais ça arrive. Voilà, on est dans l'interactif, on est tout de suite, tu vois, réactif. C'était bien sûr Jérôme Salomon. Par semaine. Des solidarités. Le ministre des Solidarités et de la Santé a précisé que dans le cadre de ce pont aérien, la France attend la livraison d'un total d'1 milliard de masques répartis sur 14 semaines à raison de 2 livraisons par semaine. Une première livraison en provenance de Chine est attendue lundi à l'aéroport de Vatry. Les masques seront réceptionnés par Santé publique France, puis répartis sur le territoire et livrés aux groupements hospitaliers de territoire sous l'égide des agences régionales de santé pour une distribution au sein des établissements de santé et aux pharmacies qui les mettront à disposition des professionnels de santé libéraux. Le ministre des Solidarités et de la Santé a précisé que dans le cadre de ce pont aérien, la France attend la livraison d'un total d'1 milliard de masques répartis sur 14 semaines à raison de 2 livraisons par semaine. 1 milliard c'est le chiffre annoncé par Jérôme Salomon ce soir. Et donc 2 livraisons par semaine, vous l'avez entendu comme moi, sur 14 semaines. Bon, on a le temps. Hein. C'est fou, 14 semaines. Farid, la gestion. Moi, je trouve ça hallucinant. D'accord qu'ils commandent 1 milliard de masques à la Chine, pourquoi pas. Mais en fait, on n'en a pas besoin dans 14 semaines, on en a besoin maintenant. Tout de suite. Tout de suite. Et donc, le premier avion est arrivé. On a perdu Farid. Arrivé aujourd'hui. Il arrive. 5 millions, ça permet même pas de subvenir à l'ensemble des pharmacies d'Île-de-France. C'est quand même hallucinant. Quand même. Moi, je trouve ça scandaleux, mais bon. Nala, réaction là, parce que là, on a vu en direct, c'était il y a quelques minutes. Hein, on est très réactif dans cette émission. Jérôme Salomon qui annonce. Est-ce que ça vous rassure? Alors, moi, ce qui va me rassurer, c'est le jour où vraiment je vais les voir en pharmacie. Ça non plus, j'y crois plus. Des annonces, on en a eu plusieurs. Alors, à côté de ça, il y a en effet des détournements de masques. Donc, on ne sait pas. OK, l'avion arrive, mais on ne sait pas s'ils arriveront dans les pharmacies. Donc, est-ce que ça me rassure? Non, moi, je serai rassurée une fois que ces masques sont vraiment là et que je les aurai sur le nez. Ouais, bon, il va falloir attendre un peu parce que ça va s'établir sur 14 semaines. On le rappelle, ces masques. Maître Maghrebi, ça vous rassure, vous? Ça me rassure. Non, pas vraiment. On est encore et toujours, comme depuis le début, sur une mauvaise organisation et un mauvais fonctionnement du service public. Moi, je suis pareil. Hein, et moi, j'y croirai quand je les verrai. Tant que je les vois pas, je n'y crois pas. Hop, le temps que j'allume ma petite lumière, voilà, pour qu'on me voie bien, parce que quoique non, il fait encore jour. Hein. On a changé d'heure, les amis. Exact. Bon, question à Nala. Qui est infirmière libérale. Est-ce que vous avez des questions? Farid, Besma, amis téléspectateurs, téléspectatrices sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, c'est le moment de poser toutes les questions et il n'y a pas de questions bêtes. Je veux parler tout à l'heure effectivement d'un climat anxiogène, on psychote beaucoup dès qu'on a les premiers symptômes et peut-être qu'on est là pour démêler le vrai du faux avec Nala qui est là pour nous répondre à nos questions. Besma, une question pour Nala.
Non, moi j'ai pas vraiment de questions. Moi j'ai surtout envie de lui apporter tout mon soutien, tous mes encouragements, lui dire que ce qu'ils font est magnifique, la prise de risque est juste incroyable parce que comme elle a dit tout à l'heure, c'est tellement, on n'est tellement pas en mesure de pouvoir connaître les symptômes et tous les symptômes que voilà, c'est tous les professionnels de santé sont au front. Moi, j'ai pas vraiment de questions, j'ai juste envie de leur dire à quel point je les admire et chapeau bas, courage à vous. Merci beaucoup. Mon cher Farid. Alors moi j'ai une question pour Farid, moi. une question pour Nala. Ouais, une question personnelle. En fait, j'ai ma sœur, moi, qui est pharmacienne, qui a été qui est atteinte du Covid-19. Donc là, elle est plutôt sur la fin des symptômes, il semblerait. Je voulais savoir, est-ce qu'on est certain de l'immunisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est tombé malade une fois, on ne risque pas de réattraper ce type de virus? Bonne question. Alors, d'après ce que disaient les médecins et les scientifiques, c'est que normalement, quand on est immunisé, on ne réattrape plus ce virus. Mais là, je vais dire que je vais être très prudente là-dessus parce que ce virus, il est nouveau. On le découvre. On n'a jamais vu quelque chose aller aussi vite. Il va plus vite que nous, les êtres humains, alors que nous, on est déjà des super speed. Il va très, très vite et aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, on ne peut partir que sur des hypothèses, on ne peut partir que sur des probabilités, des peut-être, sur ce qu'on connaît. Mais moi, je dirais simplement que même les personnes aujourd'hui qui sont guéries de leur Covid-19, qu'elles doivent rester prudentes parce qu'on ne sait pas si en effet elles sont immunisées ou si elles restent des porteurs sains qui peuvent continuer à contaminer les autres. On ne sait pas. Merci. On ne sait pas. Oui, non, mais ça, très bonne question, Farid. Philippe, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil concernant, avant qu'on libère Nala, en la remerciant d'avoir répondu à nos questions, sur Facebook, France Maghreb 2 ou Christophe, le Grand Forum, est-ce qu'il y a des questions? Et je vous rappelle, en attendant, les chiffres ce soir. Alors, c'est très amusant parce que, enfin, si je puis me permettre, d'habitude, on a le nombre de morts supplémentaires par jour. Et là, dans les dépêches, alors, c'est 4632 cas en réanimation et 2606 décès. Alors, il faut juste se souvenir de combien de décès hier pour savoir. J'avoue que j'ai pas le chiffre. Voilà, et de faire la soustraction. Si quelqu'un peut m'aider, je ne sais pas, mais bon, voilà, 2606 décès à ce jour en France, ce soir et en ce dimanche soir. C'est ce que Jérôme Salomon a annoncé il y a quelques minutes. Question ou pas sur Facebook, Philippe? Non, beaucoup de commentaires qui rejoignent le sens d'une colère qui monte jour après jour, qui ne cesse de grandir lorsque on a les siens qui partent, dont on ne peut pas faire les prières mortuaires, dont on ne peut pas accompagner décemment leur dernier voyage, dont certains ne peuvent pas être rapatriés, pardon. Et j'aimerais, si tu le souhaites, qu'on écoute un mixte de Sibeth Ndiaye versus tu veux qu'on rigole? On peut en rire, mais ces gens-là sont très sérieux, visiblement. Alors, on devient comique. Donc, si on comprend bien, en fait, les mesures de confinement les plus drastiques, vous les prenez aujourd'hui, et quand on basculera dans ce stade-là, il y en aura moins. Exactement. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah, pas du tout. Non, mais vous rigolez, mais là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va acheter des masques ou pas? Les indications sont contradictoires. On doit acheter des masques ou pas? C'est clair. On ne doit pas acheter de masques. Et d'ailleurs, on peut en acheter. C'est une menteuse. Elle ment. Ah bon. Non, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas les masques qui sont nécessaires pour les caissières. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Arrêtez de me faire suer là. Ça, c'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de savoir. Je te le dis. C'est pour ça que je suis un peu vénère. Mocheté. En plus, elle est mal élevée. Restriction, nous demandons que vous retiriez les masques de protection. C'est mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés. Où sont ces masques? On a décidé d'avoir une gestion
moi j'ose le dire en bon père de famille, c'est-à-dire une gestion parcimonieuse, en accord avec les sociétés savantes et les comités scientifiques, une priorisation de ceux qui devaient recevoir les masques d'abord. Alors écoutez-moi, vous faites comme d'habitude, vous promettez tout et moi je ne donne rien. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Ouais, complètement. Et on conclura, si vous me permettez, si on a encore quelques instants, quelques petites secondes, ce que Sine Ben Ndiaye et Jean-Michel Blanquer disaient il y a encore vraiment très peu de temps. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Avant d'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. Voilà. Eh ben, on les a pas. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour moi pour décrire ce que je viens d'entendre. Un tel amateurisme, c'est affligeant. Bah là, on est dans. Je ne sais pas si vous connaissez dans le milieu médical, enfin juridique, on parle beaucoup du paternalisme médical quand les médecins ne veulent pas reconnaître qu'ils ne savent pas et qu'ils sont pas compétents pour poser un diagnostic. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai utilisé l'expression du paternalisme gouvernemental très mal placé. Et ben ils ne savent pas, et au lieu de dire qu'ils ne savent pas, ils nous disent des conneries. Et voilà, ils mettent en application le paternalisme gouvernemental, mais complètement ridicule. Ouais. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'on sera face après à un scandale sanitaire, et c'est là où ils auront à répondre de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont dit. Ouais, mais le problème, maître, c'est comme d'habitude, c'est coupable mais pas responsable. Donc, à un moment donné, lorsqu'on sait que les ministres sont jugés par la Cour de justice qui est composée par leur père, par leur mère, par leur frère, par leur qui vous voulez, pendant ce temps-là, ce sont nos concitoyens qui partent les uns après les autres et qu'on ne peut pas enterrer décemment. Mais ils répondront de leurs actes déjà dans les urnes. Parce qu'il y aura des nouvelles élections et à ce moment-là, ils vont le payer très cher. Oui, Christophe, tu as été déconnecté sur ton premier, on a basculé sur le deuxième. C'est ça, et je me reconnecte sur l'ancien. Alors, on va remercier évidemment Nala qui était avec nous ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes infirmière libérale. Merci beaucoup Nala, bon courage évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite, à vous et tout le personnel hospitalier, infirmière libérale et tous ceux évidemment qui travaillent au quotidien pour essayer de nous apporter le meilleur et d'essayer de nous apporter aussi le fait de pouvoir nous soigner avec les difficultés que vous rencontrez. Vous nous disiez en écoutant la porte-parole du gouvernement il y a quelques instants quand même, Sibeth Ndiaye, que non, madame la porte-parole, non, on n'a pas les masques, on n'a pas tout le matériel nécessaire. Et les masques, ça sert bien à quelque chose, hein, Nala. Dites-lui à madame la porte-parole quand même que les masques sont importants. Alors aujourd'hui, c'est comme je vais répéter et reprendre ce que certains déjà ont dit, c'est qu'on envoie les soldats en première ligne sans munitions. Et on nous demande de confiner la population alors que le soignant en première ligne, s'il n'est lui-même pas protégé, il ne pourra pas se protéger de lui. Va continuer. Les masques sont très indispensables pour le personnel dans un premier temps, et ensuite, je le dirai aussi, ils seront indispensables pour la population de manière à ce qu'elle puisse sortir et se protéger elle-même. Très bien. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut basculer sur l'autre? Normalement, c'est bon, Philippe. D'accord. Voilà. Voilà, les amis. Alors, merci beaucoup en tout cas, Nala, d'avoir répondu à nos questions. Et puis à très bientôt. Bon courage pour la suite, Nala. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci Nala, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Voilà, ça passe très vite. On est en direct ce soir. Il est 19h48. On va remercier les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2 à la radio.
parce que c'est pas tout à fait fini en ce qui nous concerne sur Facebook et en live. Vous pouvez donc d'ores et déjà vous brancher sur France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum ou Christophe Le Grand Forum, n'hésitez pas, pour nous voir en son et en image. Merci aux auditeurs et je donne rendez-vous à tous les auditeurs de France Maghreb 2 demain, non pas 18h30, mais 17h, 19h. Et je salue mon ami DJ Nabil qui, lui, de chez lui, aussi assure cette possibilité de pouvoir nous écouter. Et j'espère apprécier cette émission. Et demain, une grosse partie consacrée aux devoirs à la maison et la difficulté des parents de pouvoir faire les devoirs et de Le Grand Forum avec Christophe. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. On reste peu avant 20h, les amis. Avec comme chaque soir, à cette heure-ci, Besma et Farid, Philippe, oui. Un coup de gueule ou un coup de cœur? C'est ce que je vous demande chaque soir. Farid, quel est ton coup de gueule ou ton coup de cœur? Bon, je ne vais pas être très original pour mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est vraiment la gestion catastrophique du gouvernement. Et moi, je veux plutôt avoir un coup de cœur, c'est sur tous les personnels, qui soient soignants ou non soignants, bien sûr soignants d'abord, mais tous les autres également, qui continuent d'œuvrer au quotidien. Les gens qui ramassent encore les poubelles, les gens qui travaillent dans les supermarchés pour nous alimenter, les chauffeurs-livreurs, il ne faut pas oublier les chauffeurs-livreurs qui, sans eux, on ne peut pas être ravitaillé. Donc voilà, moi, modestement, c'est mon coup de cœur pour tous ces gens-là qui continuent de travailler alors que nous sommes complètement confinés. Besma, Maître Maghrebi, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Moi, ça va être un coup de cœur aussi. Et pareil, je ne vais pas être très original. Moi, mon coup de cœur, c'est pour tout le système de santé, tous les professionnels de santé qui travaillent d'arrache-pied depuis le début de cette guerre, qui se mettent en danger, qui mettent en danger leur famille pour essayer d'apporter des soins et de sauver des vies, ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire. Donc, mon coup de cœur, il est pour eux. Philippe Boyaki, tu as forcément un coup de gueule ou un coup de cœur? Moi? Au moins? Oui, toi, oui. Moi? Non, moi, j'ai un coup de cœur pour des infirmiers et des médecins sur le secteur où je me trouve, dans le Val-de-Marne, qui, sur leur jour de repos, vont ouvrir, et je remercie la municipalité de Choisy-le-Roi. Je remercie aussi le conseil départemental ainsi que le conseil départemental, monsieur Daniel Guérin, qui ont fourni beaucoup de masques et beaucoup de gel hydroalcoolique qu'ils avaient en stock aux personnes de soins. Donc je vous disais, ils vont ouvrir un centre de consultation Covid-19 dans un gymnase. Donc ça va se faire à Saint-Mont-sous-Peu. Il y a un appel aux dons qui a été relayé sur notre page ainsi que sur celle de Christophe Le Grand Forum. Donc si vous êtes sur le secteur et que vous avez des choses, des blouses jetables, des surchauses surjetables, etc., et que vous vouliez faire un don à ces bénévoles professionnels qui, je le rappelle, pendant leur jour de repos, iront aider les citoyens, à les orienter pour éviter que, justement, à l'instar de ce qui se fait à Nanterre ou à Champigny ou à d'autres endroits, que celles et ceux qui pensent avoir des symptômes. Alors, il y avait une petite erreur, hein, on avait fait un copier-coller. Ça sera pas un centre de dépistage, mais ça sera un centre de consultation et d'orientation. De suspicion. De suspicion. Donc, si vous avez quoi que ce soit, allez sur la page de Christophe Le Grand Forum. Il y a les numéros de téléphone. Il y a eu beaucoup d'appels. On aura peut-être mardi. Allô? Je suis là. On aura peut-être mardi Karim, un des infirmiers qui ne pouvait pas intervenir ce soir parce que il est de travail, il est de permanence, mais il sera peut-être disponible avec nous mardi. Donc merci à vous et un coup de cœur, voilà, comme tout le monde, à tous ceux, aux caissières, aux pompistes, aux électriciens, aux gaziers, tous ces femmes et ces hommes. Tous ceux qui font tourner le pays. Qui font tourner le pays pendant que nous, on est en sécurité, normalement, chez nous. Donc, protégez-vous. Si vous voulez sauver des vies, vous faites un truc très simple. Restez chez vous. Alors, dans un instant, et pour finir, Philippe Boyaki pour le meilleur et le pire du web. Et il y a de quoi faire. Au moins, ça rigole. Il y a un peu d'humour. Nous devions recevoir Moussa Kadoussi. Il a eu un empêchement de dernière minute. On le recevra dans les prochains jours. Malheureusement, pas demain parce que le programme est d'ores et déjà complet. Mais dans la semaine, c'est promis, il sera avec nous. Philippe, pour finir, il est 19h52.
avant que nous applaudissions de manière générale tout le personnel de santé sur tout le territoire, le temps pour nous de nous distraire un petit peu et de finir cette émission par le pire et le meilleur du web. Qu'as-tu à nous proposer ce soir? Alors, la première vidéo, c'est ce que font des copains et des copines lorsqu'ils se retrouvent l'été. Ils racontent des blagues. Et celle-ci, bah, elle est mignonne. Allez, vas-y. Un retraité, il va faire les papiers pour la retraite. Et il arrive, pendant 2 heures, il remplit les papiers. À la fin, il dit, l'autre fait... Il cherche partout, il dit, putain, j'ai oublié à la maison, j'habite à 2 heures d'ici. La secrétaire, elle dit, ça fait 30 ans que je suis dans la boîte. Si je vous ouvre la chemise avec les poils que vous avez au torse, je peux vous dire si vous êtes retraité. Et nous, elle ne voyait pas, il dit, ouais, pas de problème, vous êtes retraité. Elle dit, si, il lui donne la pension de la retraite. Il rentre à la maison, il dit, ah, ça va, je ne devinerai jamais. J'ai rempli le dossier, j'avais pas le papier, j'avais ci, j'avais ça. Elle m'a fait ouvrir ma chemise, elle a vu les poils de truc, elle m'a dit, c'est bon, vous êtes retraité. Sa femme, elle a dit, il ne pouvait pas descendre un peu plus bas, tu aurais donné une pension d'invalidité. Pas mal, pas mal. Alors la suivante, c'est une nouvelle méthode pour s'enrichir pendant les périodes de crise. Vous avez vu, je suppose, tout comme nous, ces scènes dingues où des femmes et des hommes se battaient pour du papier toilette. On entendait un grand papa derrière. Et un couple d'agriculteurs a décidé de se recycler. Voilà, c'est une idée originale de planter des papiers de toilette. On verra dans 9 mois si ça sera poussé. Et on va rester dans les papiers toilettes avec un homme qu'on a vu solliciter à chaque fois des personnes qui pensaient qu'à eux, qui avaient du mal à partager. Et là, ce coup-ci, bah oui, c'est à nouveau, c'est du papier toilette. Alors, regardez comment on peut faire ses courses gratuitement parce que les gens sont très sympas. Et j'ai été chercher du PQ parce que j'en avais plus à la maison, tout simplement. Un monsieur avait un caddie rempli. Non. Du coup, moi, je lui ai demandé gentiment et il a bien voulu m'en donner. Et voilà. Donc, il m'en a donné 1, 2, 3, 8, un truc de genre. Donc, il était super gentil. C'est sûr qu'avec un Glock 9 mm, lorsqu'on demande à quelqu'un de nous donner quelque chose qu'il aurait dû partager. C'est très simple après. Ouais, normalement, c'est encore plus simple, effectivement. Ouais. Alors, c'était une vidéo qu'on devait vous présenter il y a quelques jours et on a eu un petit bug. Vous savez qu'on n'a plus le droit de faire du vélo à l'extérieur. Et certains ont combiné un vélo d'extérieur avec un vélo en appartement. Je crois que c'est le mot exact, vélo en appartement. Voilà. Et on nous reste encore un petit peu de temps, encore une petite minute. On va conclure par une consoeur à DJ Nabil, une nouvelle version de faire de la musique chez soi en période de confinement, assisté d'un chat très, très, très courageux. Voilà, le pire. Pas mal. Voilà mon Christophe. Ah, Christophe, on va basculer sur l'autre fréquence, Christophe. Christophe, c'est à toi. C'est Christophe Rowe. Ah, c'est normal si ton micro est éteint. Voilà. Non, il n'est pas éteint. Non, tu m'as juste boycotté de l'autre côté.
Mais parce que tu rigoles trop fort. On entend... J'ai été boycotté, Christophe, moi aussi. C'est ça. Eh, il m'a boycotté, Philippe. Hein. Moi aussi. En plus, je voulais réagir, moi, après ta première vidéo. Juste une petite précision, mais ça, c'est la rigueur juridique qui l'impose. La pension d'invalidité ne peut être perçue qu'avant l'âge légal de départ à la retraite. Donc, en fait, il aurait fallu qu'on lui dise, ah ben, je vous donne la pension d'invalidité, et quand on décide de regarder plus bas, il aurait le droit à la retraite. Mais pas l'inverse. Voilà. Et mec, on ira faire un barbecue avec le groupe d'amis cet été et tu leur expliqueras tout ça. Non, mais faut pas qu'on donne de mauvaises informations aux auditeurs. Hein. La pension d'invalidité, c'est avant 62 ans. Et à partir de 62 ans, c'est la retraite. 19h58, les amis. C'est pas l'heure que nous avons, nous, à Orly. Il est 20h, pourquoi à Orly. Il est 20h. Il est 20h. Il est 20h. On dit merci. Voilà. Merci Christophe, merci Philippe, merci Maître. Merci. Merci Paris Club Savani. Merci Maître Magrévi. Bonne soirée à vous. On se retrouve demain, n'oubliez pas, à partir de 17h. Les amis, 17h, c'est le nouvel horaire du Grand Forum. Et on va parler demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir toute l'équipe. Au revoir. Merci. Portez-vous bien. Et rendez-vous, évidemment, ce soir sur la page Facebook à 22h. Au revoir. Ça, c'est ma petite chérie, ça. Je lui fais un bisou. Voilà, gros bisous.